Oh. Alors, on a commencé Ilchot Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, c'est quand même un sujet tellement central dans notre vie. Likrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor haberacha. C'est le Lecha Dodi qu'on chante à la rentrée de Shabbat. Qui c'est qui nous a écrit le Lecha Dodi? Rabbi Shlomo El-Kabatz, un des grands tzadikim à l'époque du Harizal et qui est enterré à Tzfat. Là, bientôt, ils vont ouvrir les frontières d'Israël, non, apparemment. Donc, un des grands voyages qu'on fait quand on va en Israël, c'est quoi? C'est les tombeaux des tzadikim, c'est Tzfat. On a là-bas le Shulchan Aruch, on a là-bas le Harizal, et il y a aussi Rabbi Shlomo El-Kabatz. Et il nous écrit Likrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor haberacha. Shabbat, c'est vraiment la source de la bracha. Alors, c'est vrai que toujours quand on dit bracha, on pense toujours à la bracha matérielle. D'accord? Parce que on a besoin de parnassa, on a besoin de tout ça. Mais il y a une plus grande bracha que tout ça, c'est la bracha spirituelle. Hein, la réussite dans les enfants, la réussite dans sa vie soi-même. Hein, la bracha n'est pas garantie. Il faut la mériter. C'est incroyable. Il y a des gens que, tu vois, jusqu'à 35 ans, 40 ans, ils étaient dans le bonheur. D'un coup, ils viennent annoncer des choses, que ce soit des divorces, des problèmes, des soucis avec les enfants. La bracha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi et te donne. Et donc, Shabbat, c'est une source de bracha. Alors, c'est pas évident. Il dit le Chafetz Chaim dans le Shulchan Aruch que pour respecter correctement le Shabbat, il faut étudier les halachot. Si on n'étudie pas les halachot, alors, on peut faire beaucoup d'erreurs sans savoir la gravité ou sans savoir qu'il y a une erreur. Et deux, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut croire qu'on fait des choses interdites alors qu'ils ne sont pas interdits. Et du coup, après, on se décourage parce qu'on dit je fais pas un bon Shabbat. Donc, alors que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, dans Shabbat, il y a des règles. Il y a des règles qui font que certaines choses, on penserait qu'ils sont interdits, mais ils ne sont pas interdits. La règle est faite que cette mélacha, c'est pas moi qui l'a faite, ou etc. L'exemple courant de quelqu'un qui se cogne sur la lumière et qui l'allume, il est sûr qu'il a fait un chilul Shabbat et qu'il doit amener un korban. S'il y avait le Beth Amikdash, il devait amener un sacrifice. Mais non, quand il n'y avait aucune attention, c'est-à-dire moi, on appelle ça dans la Gemara mitasek. Je m'occupais d'autre chose. C'est même pas le cas qu'on a ramené qu'il fait un truc et il sait qu'il y aura un dérivé. D'accord? Là, il s'est cogné. C'est pas une mélacha du tout. Même s'il y avait le Beth Amikdash, tu dois pas mettre de korban parce que Shabbat, la Torah, il y a une règle qui dit comme ça et c'est important de l'apprendre. C'est mlechet marchevet asra Torah. La Torah, elle a interdit un travail qui a été planifié, qui a été programmé dans ton attention, mais tu t'es cogné, tu n'as rien fait réellement. Alors c'est sûr qu'on essaye de sentir qu'on a fait une erreur pour pas que la prochaine fois on refasse, mais en soi, tu as fait zéro mélacha. Toi, contrairement à celui qui passe dans les escaliers ou qui ouvre la lumière, qu'il a fait, lui, son attention, c'était d'ouvrir la porte. Il n'était pas là en train d'allumer la lumière. Mais la lumière s'est allumée. Alors, si on est sûr que la lumière va s'allumer, comme on a expliqué, le minimum, c'est de ne pas en profiter. Parce que quand tu n'as pas l'intention de faire et que tu n'en profites pas de la chose, selon une grande partie des poskim, des décisionnaires dans le Tosfot, c'est pas moi qui a fait, c'est pas que c'est autorisé, c'est que cet acte n'est pas considéré comme ton acte. Parce que comme on a dit, la Torah, elle a dit, l'attention, si tu profites et que c'était sûr que la chose allait se faire, tu as beau dire, j'ai pas l'attention, mais quand on sait que quelque chose se fait, automatiquement, on a une attention pour la chose, qu'on veuille ou pas. Quand je profite pas, alors comme on a dit, malgré que c'est un débat, dans des cas difficiles, on va s'appuyer sur les avis dans Tosfot qui dit que c'est autorisé. D'accord? Donc c'est important d'apprendre les halachot. Si tu te rappelles bien, la semaine dernière, on a parlé de quoi? Le sujet, c'était Bichoul, Achar, Bichoul. Il n'y a pas de cuisson après cuisson dans ce qui est sec. D'accord? Vous voulez que je fasse un petit résumé de la semaine dernière, comme ça? Alors, c'était quoi le sujet? Non, on a parlé aussi de Bichoul. Ok, sinon je reprends. Ok.
Donc, on a expliqué comme ça que dans la Gemara, il y a une contradiction sur un aliment qui a été déjà cuit. Est-ce qu'il peut recuire? On a des Gemarotes qui montrent que quelque chose qui a déjà cuit ne peut pas recuire. Hein? Et par exemple, la Mishnah qui dit Koltouv, Shkoyer. Si tu veux nous envoyer un ou deux pour le minyan, ça serait bien. On fait un vite à la fin du shiur. On aurait dû faire avant, peut-être. Non, mais ça va. On arrive à la fin du shiur. Ouais. Ça, on peut, ça serait bien. Ça dérange pas, non? Non, ça Shalom, ça ne dérange pas, mais c'est dommage qu'on n'ait pas organisé ça en avance. La semaine dernière, on a eu 10. Là, on est déjà 8 avec un qui arrive. Bon, au cas où, c'est bien. Je crois hier. C'est à quelle heure la fin du shiur? 9h30. 9h25 même. Non, d'accord. Ok. Donc, alcool panim. Par exemple, c'est marqué, il y a une Mishnah, donc Mara Shabbat, qui dit Kol sheba bechamin milifne ha-Shabbat, toute chose qui a été trempée dans l'eau chaude pendant Shabbat, avant Shabbat, on peut la retremper dans l'eau chaude pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que, vu que ça a déjà cuit, ça ne peut pas recuire encore une fois. Alors, si ce n'est pas chaud, on peut attendre 9 heures, non? Vous avez faim ou ça peut attendre 9 heures? Comme ça, on fait avec ça la coupure entre la halakha et le chumash, d'accord? Si quelqu'un a faim, je ne veux pas, chazé shalom. Non, c'est ok. Donc, kol sheba bechamin, toute chose qui est déjà venue, qui était déjà dans le chaud avant Shabbat, donc ça veut dire qu'il a cuit ou qui a été trempé parce que c'est quelque chose qui a besoin d'une petite cuisson. Shorinoto, Shabbat, tu peux le remettre dans l'eau chaude, ça ne cuit pas. Donc, comme ça, il y a 2-3 Gemarotes qui montrent que quelque chose qui a déjà cuit ne recuit pas. Et il y a d'autres Gemarotes qui montrent que non. Par exemple, la Gemara disait pourquoi on ne pouvait pas enfouir sa casserole dans les braises. Il y a encore des endroits, aujourd'hui à Djerba par exemple, ils te racontent qu'avant Shabbat, ils mettent les casseroles dans les braises, comme c'était avant. Hein? C'est comme ça qu'on gardait chaud tout le Shabbat, parce qu'on a une mitzvah de manger du chaud Shabbat matin. C'est une mitzvah, grande mitzvah. Donc comment ils faisaient? Ils prenaient un gros tas de braises et ils cachaient. Et la Gemara a dit non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas cacher dans des braises en direct. Il faut qu'il y ait un signe, que tu mettes du sable sur les braises. Pourquoi? De peur. Elle dit la Gemara, si tu fais ça, on craint que tu vas voir que ta casserole elle est froide et tu vas la réchauffer. Oui, mais si elle est déjà cuite, où est le problème? Une casserole qui est déjà cuite, elle ne recuit pas. Donc, on arrive à un des grands sujets très central Shabbat. Est-ce que quelque chose qui est déjà cuit recuit ou pas? Aujourd'hui, on a le système de la plata. Pourquoi la plata, c'est tellement important? Alors, par exemple, la plata, il y a la coutume de ce qu'on appelle la dafina. D'où elle vient cette coutume de faire une dafina à Shabbat? Vous savez, c'est quoi la raison? Après, il faut savoir la faire. Non, c'est bon pour tout le monde. Il faut que je t'invite un Shabbat à la maison et tu verras. C'est quoi cette coutume? C'est qu'on voulait faire des choses où il n'y a pas de problème de halakha. On arrive, c'est chaud, parce que pour ceux qui mettent dans le frigidaire et qui font sortir Shabbat, il y a beaucoup de questions de halakha qui se posent. Alors, à moins d'être au cours du lundi et d'apprendre c'est quoi les solutions, on est bien. Mais sinon, des fois, on peut vraiment transgresser le Shabbat à cause de ça. Comment faire? La grande question connue que j'aime bien ramener, c'est il y a qui aime faire un roast beef pour Shabbat matin. Et le roast beef, on le laisse bien rouge à l'intérieur parce qu'il se mange comme ça, légèrement cuit. Mais c'est très délicat, parce que quelque chose qui n'a pas totalement cuit avant Shabbat, et que tu vas le mettre sur la plate à Shabbat, ça s'appelle cuire pendant Shabbat. C'est une mélacha. La mélacha de la cuisson, c'est une des mélachot les plus centrales du Shabbat. Comment faire en même temps? L'autre jour, parce que je même sur la plate, on ne peut pas. Attends. Si c'est pas cuit totalement. Attends, on va parler tout de suite. Hein? Roast beef qui n'est pas assez cuit, c'est-à-dire que si tu veux le manger, il est encore cru,
C'est assourd parce que tu complètes sa cuisson. Maintenant, c'est délicat. Pourquoi? Parce que vu qu'on veut le faire un peu juste, s'il est déjà cuit, que la majorité des gens le mangent comme ça, donc ça s'appelle cuit. Donc on va parler d'une cuisson après cuisson, et là je vous donnerai les solutions. C'est la réponse à la question qu'on a demandée. Je veux que vous compreniez bien avec la source dans la Gemara. Vous comprenez comme ça, vous saurez bien c'est quoi la halakha. Mais s'il n'est pas complètement cuit, là on a un vrai problème. Quelque chose qui n'est pas complètement cuit, que tu mets et qu'il va finir de cuire pendant Shabbat, c'est une mélacha. Tu cuis pendant Shabbat. Pourquoi j'ai ramené le roast beef? Parce que c'est l'exemple que j'amène dans les cours. Quelqu'un m'avait posé la question et il m'avait embrouillé vraiment parce que je me suis dit, d'une part, c'est sec, c'est pas cuit, c'est déjà cuit. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle déjà cuit? Alors souvent, vraiment, les gens ne le cuisent pas suffisamment parce qu'ils préfèrent que Shabbat, il arrive à point. Mais c'est un problème. Alors revenons à notre question. La contradiction dans la Gemara. Quelque chose qui a été cuit avant Shabbat, que je vais recuire pendant Shabbat. Une fois, on voit que, puisque c'est déjà cuit, ça ne recuit pas. Une autre fois, on voit que si c'est déjà cuit, ça cuit quand même. C'est quoi la réponse? Alors, comme vous savez, quand il y a une contradiction comme ça dans la Gemara, on a les Rishonim qui arrivent et qui nous donnent des réponses à la question. D'accord? Les Rishonim, le Rosh, le Tosfot, Rashi, Rashbam, bref, tous les Rishonim. Et sur cette question, il y a eu plusieurs réponses dans la Gemara. Il y a qui ont répondu, par exemple, qu'une Gemara, elle parle de quelque chose qui est cuit suffisamment. Donc, quand je le remets sur la plata, il ne peut pas recuire une deuxième fois. Et l'autre Gemara, elle parle de quelque chose qui n'est pas complètement cuit. Vu qu'il n'est pas complètement cuit, quand tu complètes sa cuisson, tu fais bichot. D'accord? C'est une des réponses. Déjà, cette première réponse nous amène à une prudence halakhique. Et j'explique. Beaucoup demandent, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de cru sur la plata avant Shabbat? Beaucoup de fois, les gens, ils sont à la bourre, ils arrivent, ça cuit un petit peu ou ça cuit pas du tout, ils veulent que ça cuit pendant Shabbat. Est-ce que c'est autorisé d'après vous ou pas? Avant Shabbat. Je mets avant Shabbat sur la plata pour que ça cuit pendant Shabbat. Cru. Non. Si c'est mis avant, il faut que c'est cuit avant Shabbat. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que sinon, ça veut dire on met à cuire pendant Shabbat. L'interdit de cuire, c'est pas de mettre à cuire. Déjà, je vais te dire la règle. On a une Mishnah, donc Masechet Shabbat, d'accord? Qui dit, c'est une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, il pense que je peux lancer des travaux avant Shabbat pour qu'ils se terminent pendant Shabbat. Comme ça pense Bet Hillel. Je peux mettre la minuterie pour que ça m'arrose mon jardin. Je peux mettre une machine à laver pour que ça lave pendant Shabbat. Moi, je fais avant Shabbat. Après, c'est quand Shabbat y rentre, je ne fais plus rien. D'accord? Là, la halakha est comme Bet Hillel, qu'on peut. Ça dépend pas de si c'est mangeable avant Shabbat ou pas. Alors, j'arrive tout de suite à la nourriture, mais déjà, le principe, puisque David nous dit, et là, il a raison dans un coin, j'arrive tout de suite, mais sur la base des mélachot en général, quand je lance quelque chose avant Shabbat et il finit pendant Shabbat, ce n'est pas un problème. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, Shabbat, je ne fais rien. La minuterie, elle s'allume. Moi, je l'ai réglé avant Shabbat, elle arrose mon jardin. Je mets dans la nourriture, on a là-dessus tout un Pérec, donc Mara Shabbat, Pérec Shlishi, qui fait de ça un problème, mais qui fait de ça un problème que dans les fours de l'époque, qui étaient basés sur des braises, et qui avaient un très grand risque, que si tu mets ta casserole avant Shabbat, à Guido, et elle n'est pas cuite, et toi tu voudras manger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oublier que c'est Shabbat, et tu vas secouer les braises pour allumer le feu. Mais s'il n'y a pas ce problème, c'est autorisé. Donc aujourd'hui, que nos plats. Donc tu as raison, si on fait par exemple, on met une plaque en fer sur un gaz. Il y avait cette méthode avant, quand il n'y avait pas encore tous les platas, et c'était pour amener une plata d'Israël, il fallait galérer. On mettait une plaque en fer d'un four sur un gaz et on mettait les casseroles dessus et ça restait allumé tout le Shabbat. Là, c'est un problème parce que je peux augmenter le feu. Mais aujourd'hui, que nos platas n'ont pas de température, donc je peux poser même quelque chose de cru avant Shabbat pour qu'il cuise pendant Shabbat. Sauf que il y aura des règles à respecter. Donc je te dis clair et net, dans l'hypothèse d'aujourd'hui où on est sur des platas, c'est autorisé.
c'est autorisé. Non, mais on parle qu'elle n'est pas cuite. Aujourd'hui, elle est cuite, la daf, avant Shabbat. Une daf est cuite 3 heures avant Shabbat et elle reste jusqu'au lendemain matin. C'est de la finition. Non, mais la finition, c'est pas grave. À partir du moment où c'est cuit, on va tout de suite arriver. Je vais essayer de donner les choses bien claires, comme ça vous sortez avec la racine et la halakha. Aujourd'hui, nos plats, on ne peut pas augmenter la chaleur, donc on peut laisser. Le seul risque, c'est que si tu as laissé quelque chose qui n'est pas suffisamment cuit, tu n'as pas le droit de le toucher pendant Shabbat, jusqu'au moment où tu es sûr qu'il est cuit. C'est-à-dire, si tu as enlevé le couvercle et tu vois que ce n'est pas encore cuit, tu ne peux pas remettre le couvercle, parce que mettre un couvercle, c'est accélérer la chaleur. Et je n'ai pas le droit. Je n'aurai pas le droit de déplacer dans la plata elle-même la casserole, parce qu'il y a des endroits qui sont moins chauds, des endroits qui sont plus chauds. Et si j'accélère la cuisson, ça veut dire que j'ai fait un acte de cuisson. Mais par exemple, quelqu'un qui arrive avant Shabbat, il n'a pas réussi à cuisiner, il prend un poulet, de l'eau, machin et tout, il met sur la plata. Pour le lendemain matin, il peut. Ou si ce n'est pas assez cuit et que je sais que d'ici 3 heures, on va manger le repas du soir, ça va être cuit, je peux. Sauf que je n'ai pas le droit de prendre de risque d'accélérer la cuisson. Je n'ai pas le droit de remuer, d'accord ? Je n'ai pas le droit de, d'accord ? Je n'ai pas le droit de couvrir. Mais aujourd'hui, dans les platas, c'est autorisé. Donc, si je reviens à la première... Je ne remets pas. Tu ne remets pas, ce n'est pas grave. Parce que tu n'as pas accéléré la cuisson. Bichoul, la mélacha de cuisson, c'est accélérer la cuisson pendant Shabbat. C'est cuit. Quand on t'interdit ça, de peur que tu enlèves le couvercle et que tu le remettes si ce n'est pas cuit. Oui, mais nous, on ne peut pas rajouter des interdictions. Ce qu'ils ont interdit, c'est-à-dire ce qui est interdit d'après la Torah, c'est un acte. Par exemple, si je veux remuer ou me servir, je ne peux pas. Parce qu'en bougeant les choses, j'accélère la cuisson. Là. Quand on remue, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Megis, ça accélère la cuisson. Donc, revenons à la première réponse de la Gemara. Si c'est déjà cuit complètement, ça ne peut pas recuire. Si ce n'est pas cuit complètement, ça peut recuire. D'accord ? Donc, tout, déjà, faire attention Shabbat, quelque chose qui n'est pas cuit, un biberon. J'étais chez quelqu'un, elle m'a montré qu'elle a son petit appareil là pour chauffer les biberons aux enfants, et elle me dit, Shabbat, je le laisse allumer et je mets mon biberon. C'est strictement interdit, parce que le lait, il n'est pas cuit. Quand tu le mets dans cet appareil, qui est un appareil avec de l'eau bouillante, tu cuis le lait, on n'a pas le droit. Il faut avoir ce réflexe, un truc cru, Shabbat, que ça soit de l'eau, quoi que ce soit, tant que c'est cru et que ça va cuire, c'est interdit, tu cuis. Alors encore une fois, j'ai dit, il y a des solutions à tout. Et on va parler des questions un peu plus tard. Mais la première règle, vous l'avez compris, sur quelque chose, donc l'histoire du roast beef, si il y a un risque qu'il n'est pas cuit, je ne peux pas le mettre sur la plata. Je ne peux pas, parce que j'accélère sa cuisson. Donc, il faut qu'il soit cuit. Que tu fais une petite coupure avant Shabbat, tu ouvres et tu vois que le milieu, il est rouge, mais il est cuit. Ça se mange. Si tu n'es pas sûr qu'il se mange, c'est assourd. Je ne peux pas te trouver un éther sur ça. C'est quelque chose de cru qu'en mettant sur la plate à 1 heure, il devient cuit. Il devient marron à l'intérieur. Il a cuit. On a un exemple où il y a toutes les nuances. Parce qu'il y en a qui les mangent crus à l'intérieur. Non. Alors voilà, il faut. Qu'est-ce qui va définir c'est cuit ou pas ? C'est la majorité des gens. Parce que la Torah, elle calcule selon ce que les gens appellent cuit. Donc, si il se mange bien, mais il peut être plus grillé ou moins grillé, ça, je m'en fiche. Mais s'il ne se mange pas, parce que les tranches du milieu c'est encore rouge, c'est de la viande crue, c'est risqué. C'est pour ça que je dis, pour ceux qui font sortir du frigidaire, il y aura des règles à respecter, à faire attention. Par exemple, la Keila, on a un traiteur au Beth Midrash qui nous a montré comment on fait pour la laisser toute la nuit sans qu'elle s'abîme, en mettant beaucoup d'eau, un peu d'huile, etc., la mettre un peu en hauteur. Elle passe toute la nuit. Au contraire, il y a aussi une des raisons pourquoi on mettait cette histoire de Dafina, qui à la base, elle vient de l'époque des Rishonim, qui disait que, vu qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais Shabbat, on ne peut pas manger chaud. Hein » Au contraire, c'était une mitzvah de montrer. Encore une fois, on a une mitzvah de montrer aux gens que Shabbat, au contraire, c'est pas. Je crois que le jour où on mange le plus chaud de toute la semaine, c'est le Shabbat. Et donc, le fait que les odeurs toute la nuit dans la maison, ça, c'est un kiddush Hashem. Là, je suis à l'hôpital avec mon père parce qu'il a passé une intervention et j'étais sous Dashlichit là-bas il y a 2 semaines et le monsieur dit, j'ai compris que le samedi, vous ne mangez pas du tout, vous jeûnez.
Je lui ai dit, pas du tout. Nous, on mange Shabbat, c'est le meilleur jour, je lui ai dit. Je lui ai dit au contraire, c'est juste que on sait comment s'organiser. Voilà. Maintenant, revenons pour les gens qui sont par exemple pas chômeurs Shabbat et qu'on va manger chez eux, il y a un gros souci. Parce que si c'était cuit avant Shabbat et ils te l'ont juste réchauffé, tu peux le manger, parce que c'était déjà cuit. Mais si c'était pas cuit et qu'ils te l'ont cuit pendant Shabbat, tu peux pas manger, c'est un vrai problème. S'ils ont fait le repas, c'est ça. Ouais, s'ils ont fait le repas Shabbat, assourd de profiter d'un travail d'un juif. C'est ça aussi, j'ai eu un problème à l'hôpital. Parce qu'on a découvert là-bas quelqu'un qui nous a dit que sa grand-mère, elle est juive ashkénaze. Donc on a commencé à l'interroger, on est toujours curieux. Il s'avérait qu'il est juif à 100%. Il a dit oui, j'ai des oncles en Belgique qui sont religieux. Mais lui, il ne savait même pas qu'il était juif. Ça veut dire. Voilà, donc du coup, on ne pouvait plus sortir parce que il y a 2 semaines, c'était les soins intensifs. Il fallait qu'il nous ouvre. On a dit on ne peut plus demander à un juif de nous faire une mélacha. Qu'est-ce que vous voulez te poser comme question? On ne peut pas lui demander le titre. Non, mais s'il est goy, on va vers la porte et lui, il voit qu'on veut sortir et il nous ouvre. Il n'y avait pas le choix, c'était électrique. Hein. Quelque chose qui a cuit et qui est en parfait état d'être mangé avant Shabbat, tu peux être réchauffé. Oh, maintenant j'arrive à l'étape 2. D'accord? Donc on a fini l'étape des choses qui ne sont pas cuites, où là il faut être ultra prudent. Il faut avoir l'œil et apprendre aux femmes comment gérer cette situation. D'accord? Un biberon, il y a des méthodes comment le chauffer, mais sans cuire le lait. Parce que si tu le mets dans un endroit où il cuit, chaval de faire une mélacha qui est tellement grave pour pas grand-chose, alors que c'est juste à apprendre la halacha. Ok, Bezrat Hashem, les enfants vont arriver, il faudra gérer tout ça. Maintenant, déjà, il y a un truc très important. Enlever aux femmes la peur de la plata. Je ne comprends pas ça, mais moi, par exemple, je laisse la plata tout le Shabbat. J'aime pas les minuteries, je sais pas, les réglages, j'oublie, je suis très occupé, j'aime pas les minuteries. J'ai décidé que, alors ça coûte un peu d'argent, je suis tranquille, je laisse tout le Shabbat. Ça fait déjà 28 ans et aucun problème, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut savoir, si tu poses sur du bois, il faut mettre un truc en fer en dessous pour pas que ça brûle, parce que le bois, oui, c'est risqué. Si tu mets sur le gaz, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a aucun problème, il faut leur enlever la peur avec des expériences. Même tu lui dis, vous allez dormir, tu mets la plata toute la nuit, le lendemain matin, tu dis, viens voir. Un jour de chol, un jour de semaine, tu vois, il n'y a aucun risque. Pourquoi tu as peur? Il faut leur enlever cette peur-là. La plata, c'est très, très sécurisé. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est sur ce qui est cru. Maintenant, sur ce qui est déjà cuit. Alors, la deuxième réponse qui est ramenée dans les Rishonim, elle va être retenue dans la halacha. Je vais même vous citer qui c'est qui a dit c'est qui cet avis-là. Ouais. C'est le Rosh. Le Rosh et le Rambam, le Maïmonide, Rabbeinu Asher et le Maïmonide. Il dit non, il y a une Gemara qui parle des choses secs. Et une Gemara parle des choses liquides, c'est-à-dire quelque chose de sec qui est déjà cuit ne recuit pas une deuxième fois. Mais quelque chose de liquide qui a été cuit et qui a refroidi, alors il peut recuire encore une fois. Et c'est quoi la logique? Si c'est cuit, c'est cuit. Il ramène ici le Tehillah et David, une logique très vraie. Dans les choses liquides, l'effet de la cuisson s'annule quand ça refroidit. D'accord? Un verre d'eau qui n'a jamais été cuit ou qui était cuit et qui a refroidi, c'est la même chose. Donc du coup, quand tu vas le recuire, il va recuire encore une fois. Parce que la cuisson dans quelque chose de liquide, ce n'est pas un changement c'est que l'eau, elle passe du froid à devenir quelque chose de chaud. Alors évidemment, on sait que ça tue les microbes et qu'il y a un effet qui se passe à l'intérieur, mais qui n'est pas visible. Donc la cuisson, c'est de le rendre chaud. Alors que quelque chose de sec, la cuisson, c'est de le transformer. Donc, de là, comme ça va être tranché la halakha dans le Shulchan Aruch, et il y aura une petite différence entre Sfarad et Ashkenaz, d'accord? Parce qu'on a eu la chance d'avoir un Ashkenaz avec lui. Il y aura une petite différence, et je vais expliquer tout de suite. Les choses secs, d'après tout le monde, ça ne recuit pas. Donc ça veut dire quoi? Tant que l'aliment il est sec, donnez-moi des exemples de... Hein? Le riz, la semoule, un morceau des boulettes avec le roast beef, s'il est déjà cuit. Quand je le remets Shabbat, il n'y a pas de problème.
pour les Sfarades, les chalotes, tout ce qui est la pâtisserie aussi, d'après les Sfarades, la pâtisserie, elle ne recuit pas. D'accord? Donc, Quand ça brûle, Vous mettez la semoule, c'est bien, semoule, après, ça fait une creuse. Ouais, c'est bien c'est sûr. pas grave. Même les chalotes, par exemple, ça c'est même pour les Ashkénazes. Là, il y aura un débat hein, si je veux prendre des chalotes et les cuire dans du liquide. C'est là où il y aura un débat. Mais par exemple, tu prends les chalotes et elles sortent comme ça grillées en bas, il y a qui aime manger ou la semoule, aucun problème. À partir du moment où c'est cuit, il n'y a plus une autre cuisson. Maintenant que ça se flétrit ou que ça soit, on appelle ça dans la halacha, mitztamek veyafelo, mitztamek veralo. Des fois, quand un plat il cuit plus que ce qu'il faut, comment on va dire, il se sèche, il crame un peu. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Les deux sont autorisés. Parce que quelque chose de sec qui a cuit ne peut pas recuire une deuxième fois. Et donc, on verra tout de suite que dans Shabbat, on pourrait réchauffer des choses qui ont refroidi. Alors, on va parler tout de suite de la quantité de liquide, parce que quand il y a des mélanges, qu'est-ce qu'on fait? Mais d'une manière générale, j'ai le droit. En revanche, quelque chose de liquide, et c'est là le grand problème. Les Ashkénazes sont un peu plus tolérants sur les liquides. Alors, je ne vais pas vous amener tous les raisons, comment on en arrive là avec les débats halachiques, parce que sinon, je vais vous embrouiller. Oui, c'est-à-dire que pour un Ashkénaze, tant que le liquide il est encore un peu chaud, un petit peu, il est encore agréable à boire, il considère qu'il est encore dans sa première cuisson, et donc je peux le remettre même s'il va réchauffer. Pour un Sfarad, non. Dès qu'il a perdu sa température bouillante, c'est-à-dire il est descendu en dessous de 70 degrés, si tu le remets et qu'il va réchauffer, il va reprendre ça, c'est une forte température, ça s'appelle de la cuisson. Donc là, de là arrive la grande différence entre, dans la règle, Yavesh, c'est quoi Yavesh? Quelque chose de sec, traduction, Yavesh. En bichoul achar bichoul. Il n'y a pas de bichoul achar bichoul. En revanche, d'avar l'ach en hébreu c'est quelque chose de liquide, yesh bichoul achar bichoul, ça peut recuire. Avant de passer à des exemples concrets, d'accord? Parce que là, on peut déjà amener des exemples et un petit peu réfléchir à la... Toujours quand je parle de ça, je suis obligé d'amener ce supplément parce qu'il a une importance. Là, je parle ce qui concerne... Oui, ça va? Tu suis le... Là, il s'agit, en principe, tu animes un peu le cours. Oublie, quand on étudie, Hachem, il envoie la bracha, tout s'arrange. Allez, Guido, je vais le permettre. Donc, là, je parle sur la cuisson elle-même, qui est une melacha minatora. Mais se rajoute à ça une petite problématique de chachamim. Quand je vais venir et je vais prendre ce roast beef là, bien cuit, je vais le remettre sur la plata. Est-ce que je peux le mettre sur la plata direct, comme ça? Ou je prends ma challah, je veux la réchauffer. Est-ce que je la mets direct sur la plata? Ou il faut que je la surélève un petit peu? Là, on a deux avis. L'avis du Mishnah Brura, l'avis que je conseille à tout le monde, c'est de mettre une petite surélévation. Par exemple, une assiette. Les assiettes n'éclatent pas sur la plata. On pose une assiette et on met la challah dessus. On pose une assiette et on met l'assiette du roast beef dessus. Pourquoi cette séparation? Parce qu'il y a un grand sujet dans la Gemara qu'on appelle Nir'a ki mevachem. Tu donnes l'impression que tu es en train de cuire. Quand ton fils ou un cousin qui est invité Shabbat, il va voir que tu prends ton roast beef, tu le mets sur la plata, il sort bouillon, il va dire tu l'as cuit pendant Shabbat. Donc c'est un risque de l'œil, mar'itaï. Donc selon le Mishnah Brura, tout le monde s'en d'accord qu'il y a ce problème, sauf que Rav Ovadia Yosef, il dit aujourd'hui, dans les platas, il n'y a pas ce problème. Pourquoi il n'y a pas ce problème? Parce que où tu as vu qu'on cuit quelque chose sur une plata? C'est rare. La plata, ce n'est pas un outil de cuisson. Donc, je peux mettre sur la plata direct, d'après Rav Ovadia Yosef. Je pose direct. C'est sec, il n'y a pas de cuisson. Je peux mettre sur la plata. D'après le Mishnah Brura et beaucoup d'autres poskim, et pourquoi je conseille comme ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement fragile, tous ces halachot, qu'on a raison de craindre, comme le Mishnah Brura, de dire qu'ils vont croire. Donc, quand tu mets une séparation, tu évites des problèmes. Il suffit d'une séparation qu'on voit que tu ne cuis pas. Comme j'ai dit, une assiette à l'envers, une assiette à l'endroit, etc. On met, c'est pas nira ki me vachel.
ça n'a pas l'air comme cuisant. Donc, revenons maintenant. On peut passer aux exemples. Ma femme qui met direct, il faut juste de mettre un truc en séparation. Baruch haba, Baruch haba. Voilà, donc il ne manquera que 2. Dans un quart d'heure, tu mets un message sur le groupe, d'accord? J'aimerais à 25 qu'on finisse toujours avec Arvit. C'est bien, si déjà on l'étudie et tout, on finit avec une prière. Ça prend 7 minutes. Hein? Voilà, ok. Auriel, il est revenu. Razak, c'est bien. Maintenant, sur cette année, que des gens sérieux et fixes. Ok. On prend quelques exemples et posez vos questions si vous voulez. La séparation, c'est obligatoire. Je t'ai dit, tu peux compter sur Avodia Yosef. Si tu sens qu'elle n'est pas au niveau de lui interdire ça, alors laisse-la faire. Tu comptes sur Avodia Yosef. Si tu veux, voilà, tu lui dis, voilà, c'est mieux de renforcer, comme le Mishnah Brura, toujours une assiette et on met dessus, comme ça en même temps aussi ça les fait arrêter. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà. Ça, c'est. Donc, toutes les choses sec. Tu veux Shabbat, tu as fait un bon riz. 1, tu te rassures qu'il est bien cuit. 2, tu mets cette petite séparation et tu le mets, il chauffe Shabbat. Et ce n'est pas de la cuisson, c'est très bien. Donc, du coup, même l'après-midi, Shabbat, des fois, bon, là, c'est l'hiver, mais en été, c'est Ouda Shlichit, on veut des fois manger quelque chose de chaud. On vérifie ces 2 critères, ils ne sont pas compliqués. Que ça soit cuit, pas d'autre. Évidemment, si ce n'est pas cuit, c'est bichoul. Et 2, que ça soit sec. Quelque chose de liquide, là, il faut être très rigoureux. Donc, pour ça, les biberons et tout ça, il faut apprendre la halakha. Parce que si je mets quelque chose de liquide et que je le réchauffe très bouillant, alors ça devient de la cuisson. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est autorisée dans tous les cas. Alors quoi? Par exemple, on met un plat en sauce dans un bain-marie. On sait que ça ne va pas cuire, ça va simplement chauffer. C'est autorisé. C'est quoi un plat sauce? Qui touche. Un plat en sauce, quoi, un plat liquide. Ok, alors, tu poses une question. Qu'est-ce qu'on appelle sec? Qu'est-ce qu'on appelle liquide maintenant? Non, qu'est-ce qu'on appelle cuire? Est-ce qu'on peut réchauffer sans cuire? Quand on pose un plat en sauce sur un plat, ok, ça va commencer. Si on laisse longtemps, ça va bouillir, etc. D'accord. Et si on le met dans un bain-marie, par exemple, ok. Ça peut ne pas cuire. Alors, l'histoire des trempages dans l'eau, tout ce qui est l'eau chaude, le café, l'eau bouillante, etc., c'est un autre shiur. Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shlishi. Vous avez entendu parler de ça? La semaine prochaine, on va faire un beau shiur là-dessus. C'est encore une étude, d'accord? C'est quoi l'eau chaude qui cuit et l'eau chaude qui ne cuit pas? Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Parce que d'une part, on dit le 2e degré, ça ne cuit plus. D'une autre part, il y a des choses que oui, il cuit au 2e degré. Donc, je préfère faire sur ça un cours indépendant, d'accord? C'est aussi très facile, très clair, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Voilà, pour le biberon. Est-ce qu'il y a 4 niveaux. Il y a le Kli Rishon, c'est celui qui est sur le feu ou dans la bouilloire. Si tu verses du Keli Rishon, ce qu'on appelle Iroui Keli Rishon, il y a Keli Sheni, donc c'est le 2e ustensile qui reçoit l'eau chaude, et il y a Keli Shlishi, 3e ustensile. On verra. Il y a pas mal de détails dans ça, donc je ne vais pas rentrer dans les histoires d'eau chaude. Ok. Maintenant, il y a une chose qui est toujours autorisée. Je prends une pomme crue. Je la mets à 70 cm de la plata sur un truc. Pour que juste elle tiédit un peu, parce que par exemple, elle était au frigidaire, elle est froide, par exemple. Il n'y a aucun risque que ça cuise, d'accord? C'est juste, elle va se chauffer un petit peu, c'est autorisé. Ça veut dire que ça, c'est une idée quand on n'a pas le choix. Tu as une soupe gelée, tu veux donner à la petite. Alors, il y aura les solutions avec l'eau chaude. Mais toi, tu ne veux pas avec l'eau chaude. Tu la mets très en hauteur, sur 2 casseroles. Et tu es sûr que même si tu la laisses 24 heures, elle ne va pas cuire, elle ne va pas chauffer chaud. Elle va être juste un peu tiède. Là, ça peut être autorisé. Donc, c'est des fois une solution dans des cas de complexes, d'accord, de problématiques. Une pomme crue, on peut la mettre sur la patate ou non? Non, elle va cuire. Tout ce qui est cru, cuit. Et si ça cuit, c'est une halakha. En revanche, quelque chose que tu veux juste tiédir et tu le mets très en hauteur et qui ne peut jamais cuire, même si ça reste 2 jours, tu as le droit. Mais il faut vraiment être sûr que même si ça reste tout le Shabbat, ça ne peut pas cuire. Parce qu'on va toujours craindre que tu vas l'oublier qu'elle va cuire. Ok, on va fluidifier un petit peu la grande question qu'il y a dans ce cours-là. Oui, parce que les règles sont claires, sec et liquide.
C'est quoi la grande question qu'il y a dans ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on appelle liquide? Qu'est-ce qu'on appelle sec? Est-ce que des boulettes avec de la sauce, ça s'appelle sec? Ou même des courgettes, ça devient Des liquide. courgettes? J'ai de la viande, le poulet ça fait de gras. Quand on le met au frigo, là, ça devient dur, et quand on le chauffe, ça fait de la sauce. Alors, on est d'accord, la vraie question se pose surtout chez ceux qui ne laissent pas la dafina ou la pkeila sur leur platin. Ça veut dire que si on prend cette méthode de laisser, on est tranquille. On est bien, il n'y a pas de problème. Et pourquoi? Et c'est très conseillé. C'est très conseillé. Mais pour celui qui ne fait pas, il faut bien apprendre ses halachot. Pour que le Shabbat matin, il faut les apprendre à sa femme. OK, voilà. Première règle, bien cuit. Deuxième règle, sec. Qu'est-ce qu'on appelle liquide? Alors là aussi, on a deux avis. Dans les halachot Shabbat, il y a deux avis dans qu'est-ce qu'on appelle liquide. Selon Rav Ovadia Yosef, d'accord? C'est pas l'avis que je vais suivre moi, mais je vais être le plus tolérant possible d'abord pour ceux qui progressent, etc. Après, on amènera l'avis le plus strict. Selon Rav Ovadia Yosef, à partir du moment où la majorité, c'est du sec, et la minorité, c'est du liquide, ça s'appelle un plat sec. Donc, évidemment, il ne faut pas que ça soit abusé, parce que, voilà, si vraiment ça baigne, voilà. Mais à partir du même s'il y a un bon morceau de sauce, et c'est bien visible et tout, mais que la majorité, c'est dur, ça s'appelle du sec. Et donc, je peux le réchauffer Shabbat sur la plata. Donc, c'est bien. La majorité des plats rentrent dans cette catégorie. Ce que tu ne pourras pas faire, c'est, je ne sais pas, hein? Mais qui touche, c'est que liquide. Une kéla, par exemple, c'est liquide, ça dépend de la kéla de qui. Voilà, exactement. Dans la Keila, ça dépend de la Keila de qui. Parce que c'est liquide. Pas vraiment. Il y a qui la font assez épaisse. En fait, pour savoir déjà qu'est-ce qu'on appelle liquide, qu'est-ce qu'on appelle sec, quelque chose qui coule quand je le mets comme ça s'appelle liquide. Quelque chose que quand je le mets comme ça, il ne coule pas, c'est un pâté, c'est pas liquide. Donc, la Keila, ça dépend. C'est vrai que ça va couler un petit peu, mais une minorité. Il y a beaucoup de viande, beaucoup. Ceux qui la font vraiment liquide et que quand tu fais comme ça, tout coule, comme un liquide qui coule, ça s'appelle déjà. Voilà. Le ketchup, par exemple, c'est liquide ou c'est sec? Bah, ça serait. Cet exemple, c'est plutôt sec. Ça coule pas le ketchup? Il faut des fois appuyer ou laisser couler tranquillement. Non, mais quand tu le mets dans un verre et tu fais, est-ce que ça coule ou pas? Non. Voilà, donc ça, déjà tu t'approches au liquide. En tout cas, l'abkeila, si la majorité est dure, il y a un peu d'huile qui coule. On a dit, on va d'après la majorité. Ça, c'est l'avis de Rav Ovadia Yosef. Les autres avis, Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman Auerbach, etc., eux pensent qu'il faut que le liquide ne soit pas vu comme quelque chose d'indépendant. Ça veut dire, si c'est une petite couche de sauce, qui s'avale dans la nourriture, ou elle est dans les poivrons rouges, dans les oignons, etc. Donc, elle n'est pas visible indépendant. Ça s'appelle sec. Mais si on voit la sauce, comme le poisson marocain, tu vois bien la sauce, l'huile, ça s'appelle du liquide. Donc, tu ne peux pas le réchauffer. Il faudra enlever ton poisson et le chauffer que le poisson sans le liquide. Voilà. Donc, on a deux avis pour... Donc, c'est plus permissif que ce que j'avais en tête. Parce que des fois, il y a des plats où c'est un peu comme le kéla, où c'est dur, mais en même temps, il y a du liquide. On ne voit pas trop la sauce, mais on sait qu'il y a du liquide. C'est un peu liquide, mais sans qu'on voit. C'est-à-dire selon... non, même d'après les autres. Parce que si on ne voit pas vraiment le liquide, il se promène un peu, mais on ne le voit pas comme quelque chose d'indépendant. C'est sûr que la viande est cuite en plus de cette sauce. Parce qu'elle est plus tendre. Oui, la viande, elle est cuite. Oui, mais si elle cuit encore, si on la chauffe dans le liquide, il devient encore plus tendre et elle cuit, non? C'est pas grave. Tant que on a déjà dit quelque chose qui est déjà cuit, sec, déjà cuit, ne recuit pas pendant Shabbat. Le problème, c'est de cuire le liquide. Voilà, c'est de cuire le liquide en soi. Donc, pour que. Donc, on considère que c'est des liquides. C'est-à-dire un poulet rôti ou un poulet, ça devient dur quand le met au frigo, la sauce est dure. Enfin, mais une fois que ça va couler, qu'est-ce que tu vas voir? Non, ça va pas faire. Ça va s'absorber dans le poulet, il y aura une petite sauce. Oui. Voilà, en revanche, si tu as le poulet ashkénaze avec la gelée, ou après tu as
Voilà. Alors là, c'est un problème. Et Nachinami, c'est plus permissif, mais oui, en fait, faut bien comprendre l'idée. Après, c'est facile à faire. Il ne faut pas qu'on puisse, une fois qu'on a chauffé, prendre la casserole et mettre le jus d'un côté et le de l'autre. Voilà. Et d'après Rav Ovadia, c'est encore plus tolérant. D'après Ovadia, c'est encore plus tolérant. C'est-à-dire que tant que ça, tu vois que c'est minoritaire, même si c'est visible, c'est autorisé. Voilà. Donc, Bichoul, la cuisson, et le triage Shabbat, trier Shabbat, c'est les deux mélachot les plus éportées. Voilà, c'est les trois mélachot les plus centrales dans Shabbat. Donc, c'est important de s'attarder là-dessus, de bien apprendre les règles, parce qu'au final, on peut faire beaucoup de choses. Non, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Bichoul, c'est du tous les Shabbats. C'est, tu te dis Shabbat l'après-midi, allez, viens, on n'a pas bien mangé ce matin, on se fait un petit truc. Voilà, qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Donc, on va prendre les deux extrêmes. Pas cuit, c'est strictement interdit, il n'avait pas grand-chose à faire. Si je mets très en hauteur, juste ça t'est dit, ça ne cuit pas, tout est autorisé, d'accord, c'est les deux extrêmes. Au milieu, on a les choses déjà cuites, ce qui est le cas Shabbat. En principe, tout est déjà cuit Shabbat. Il ne faut juste pas avoir un coup de tête de vouloir cuire une pomme ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, à partir du moment où c'est sec, c'est autorisé. Liquide, c'est pas autorisé. Pour un ashkénaze, un liquide qui a refroidi mais qui est encore un peu chaud, ça passe, d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle liquide, qu'est-ce qu'on appelle dur? On a amené deux avis. Ceux qui sont plus pointilleux, comme le Mishnah Brura, etc., alors il faut que le liquide soit pas indépendant. Et ceux qui disent que, qui veulent suivre, on va dire, pour être plus tolérant, etc., alors minorité et majorité. On peut rajouter du liquide s'il y a déjà quelque chose qui est depuis longtemps sur la plata et le liquide il baisse un petit peu. On peut rajouter de l'eau. Ça, c'est une question très importante. Ça, c'est une question très, très importante. Parce que je raconte chaque fois l'histoire de celui qui m'a dit qu'il a demandé à sa grand-mère, pourtant elle est tunisienne. Elle a dit, c'est quoi elle fait la dafina, souvent. C'est quoi le secret que ta dafina, elle est tellement bonne? Alors, elle dit qu'elle se lève tous les 2 heures la nuit et elle rajoute de l'eau froide. Et ça, c'est strictement bichoul. Le principe, il est simple. Tu prends de l'eau froide, tu la cuis. Si tu prends l'eau du coco, c'est déjà... Alors voilà, il y a plusieurs solutions. D'abord, en Israël, ils ont inventé les sacs qui ne brûlent pas dans la chaleur. Tu connais ces sacs-là? Ils sont vendus à Hypercacher, ce qu'on appelle niyar, la afia, le mechila. Sakiot litzlia, les sacs pour cuire. C'est des sacs que tu mets. Donc, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'eau chaude, ils laissent un sac rempli d'eau dans la daf, ils le percent avant d'aller dormir, comme ça remplit de l'eau dans la daf. C'est une méthode que beaucoup font. Mais il y a mieux que ça. Si tu as un koum-koum d'eau bouillante, bien chaude, hein, et que tu prends et que tu mets, tu as le droit. Pourquoi? Le principe, il est simple. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est sur le feu. D'accord? Parce que le koum-koum, c'est du feu. D'accord? Et quelque chose qui est sur le feu que j'enlève, je peux le remettre. Donc là, je l'ai enlevé de ce feu-là, je l'ai mis sur un autre feu. L'eau, elle est encore bouillante, elle n'a pas perdu sa température, on est dans la même température les deux. Quand tu mets, tu n'as rien cuit, parce que de l'eau bouillante ne recuit pas. Le seul risque que ça, oui, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de koum-koum et qui mettent une casserole. D'accord? Et souvent, cette casserole ne elle n'est pas chaude parce qu'elle est découverte. D'accord, donc l'eau, elle est froide et que quand tu mets dans la daf qui est quelque chose de dur et qui garde sa chaleur, là, tu augmentes la chaleur, là, c'est un problème. Mais si tu as une casserole qui est bien bouillante, qui est bien chaude, tu verses de l'un à l'autre ou tu prends du koum-koum en direct sans poser sur une table, tu peux. Si un plat qui avait du liquide, à force il s'évapore et c'est parce que c'est qu'on ne peut plus rajouter de l'eau à ce moment-là. Pourquoi? Par exemple, je ne sais pas, un poulet, quand il y a toujours un fond de sauce. Ok, c'est en train de sécher. Après, ça peut finir par descendre et ça sèche. Rajouter de l'eau du koum-koum pour. Pourquoi pas? Pourquoi tu dis que c'est pas? Pourquoi pas? On vient de dire que oui, on peut. Pourquoi? Mais que tu comprennes bien. Jusqu'à que le niveau est complètement oui, sec. C'est la même température que l'eau soit là ou elle est là-bas. On est à la même température. Toi, tu mets sans intermédiaire, c'est très bien.
Dans le kung fu, c'est pourquoi parce qu'il est fermé. Si tu fais dans la casserole, après, c'est comme si tu ouvres sans C'est magnifique, ça. Oui, Ça solutionne quand même vachement, enfin, beaucoup de problèmes. Tout le monde a un concours maintenant. oui, aujourd'hui, tout le monde a un kumkum. Alors justement, ils vendent aujourd'hui dans le marché des kumkum. Vous savez, les bouilloires qui se vissent comme ça. C'est une très bonne solution, mais c'est très risqué. Ça se visse trop facilement. Tout le monde. Qui est excellente. Si tu veux l'utiliser, moi je dis, et ils auraient dû le faire d'office comme ça, il faut la scotcher et qu'elle reste toujours collée. La Kenwood était très bonne. Parce que le problème, c'est que il suffit qu'elle s'est lâchée, tu remets, c'est grave, c'est très embêtant. Donc il faut la bloquer avant Shabbat, mettre du scotch et qu'elle reste comme ça. Il n'y a pas besoin de... Elle tient bien et tout. Bon, mais c'est quand même assez risqué. Il y a beaucoup de gens, chaque fois que je parle de ça, les gens disent la semaine dernière. Un modèle qui est excellent. Avant, il y avait la Kumkum, il y a deux petits de petits et plastiques. ça, franchement, ça m'a plombé. Ouais. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu toujours en bas et il suffit que ça soit en biais. Ouais. Là, il y en a une nouvelle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la marque. Elles sont très jolies en plus. Et quand on la verrouille, il y a un système qui se clip et c'est impossible de décrocher. Vraiment. Mais franchement, je n'ai pas compris pourquoi ils ont besoin de faire que ça se décolle. Ils auraient fait une colle et où est le problème? Ça reste collé, tu viens et tu te sers. Où est le problème? Pourquoi on a besoin de cette... Oui, la nettoyer, pour la nettoyer. Parce que les gens qui ont utilisé la pouvoir prendre le truc et le poser à table. Pour la nettoyer. C'est vrai que Ah, pour la nettoyer, tiens. D'accord. D'accord. Ah, pour la semaine. Si décoller, un fil qui fait 20 cm de plus, et puis C'est compliqué, ça, à mettre. D'accord, mais voilà, vu le risque, donc tu dis que maintenant il y a des nouvelles qui se bloquent bien. Et... Ouais, j'ai vu, ils ont amené une nouvelle Midrash bleue comme ça. Tu peux pas. Et après, il faut vraiment faire un bouton pour déverrouiller. Et c'est pas. Alors que la Kenwood, c'est vrai qu'il y a des picots qu'il faut mettre avec les doigts manuels. Il faut la retourner. Il suffit de la prendre On peut mettre dans un verre et ensuite dans la casserole. Dans la casserole, ouais. On peut mettre dans un verre. Oui. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre, que de l'eau bouillante ne recuit pas. Et sur le fait qu'elle est passée dans un ustensile au milieu, c'est pas dérangeant. Tu l'as tenue dans les mains. Tiens, je te pose une question. Tu prends de l'eau du kumkum bouillant, tu la tiens dans les mains et tu veux la remettre. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu as le droit. Parce que la règle, elle est, tu peux remettre sur le feu quelque chose que tu as enlevé tant que tu ne l'as pas posé. Voilà. Ouais. Et deuxième question, si j'ai une casserole comme ça avec un plat, et il y a de la condensation sur le couvercle. Parfois, on lève le couvercle, il y a tout qui tombe. C'est un peu embêtant ça, parce que c'est une eau qui est assez froide. Et après, elle tombe dans le... Logiquement, il faut une serviette et essuyer. C'est très embêtant. Je ne sais pas. Quand on soulève, ça tombe. Bon, ce que tu as soulevé, ça tombe, c'est déjà là-bas. D'accord? C'est pas toi qui l'as mis là-bas, l'eau. C'est délicat. Si, en fait, c'est quoi? Je vais vérifier. Elle n'est pas dans le plat, elle est au-dessus sur le couvercle. Dès que vous ouvrez, dès que vous ouvrez un peu sur le côté. Ouais. Alors, j'avais vu ce sujet-là, je me souviens plus trop bien. D'accord?